Le torchon brûle à gauche depuis que les socialistes ont décidé de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou mi-janvier. Ils ont déclenché l'ire des insoumis. Trahison pour les uns, acte responsable pour les autres. Et maintenant, Anaïs Belloissa-Chérifi est une jeune députée LFI élue en juillet dernier dans le Rhône. Que pense-t-elle de ces dissensions? Comment travailler sur le terrain avec les élus de son groupe? Comment s'organisent les futures échéances électorales dans la métropole? L'alliance à gauche semble déjà se fissurer sur le dossier de la ZFE. Je vais lui demander ça tout de suite. Bienvenue dans Dimanche en politique. Anaïs Belloissa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes députée de la première circonscription du Rhône, élue en juillet dernier à la faveur de la dissolution. Vous avez 29 ans, c'est votre premier mandat. Tout à fait. C'est pas le plus simple, comment ça se passe? Eh ben, je pense que je commence à prendre à peu près mes marques à l'Assemblée nationale, prendre des dossiers en charge. Voilà, tout doucement, je mène mon petit bout de barque, mais en tout cas, ça se passe bien. On y arrive. Alors, en même temps que vous parlez, on vous voit le soir de la victoire, là, on vous voit monter les marches à la préfecture avec l'Alliance. Alors, Boris Tavernier à gauche, Sandrine Runel du Parti Socialiste à côté, vous au milieu, Sandrine Runel à côté de Marie-Charlotte Garin et vous à droite. Est-ce que cette image de l'Alliance, de la victoire, de la bonne entente vous semble aujourd'hui lointaine? Alors, je veux vous dire non, parce que quand je regarde déjà ces images, j'ai une certaine forme d'émotion, c'est-à-dire à Lyon, nous avions réussi à faire ce qu'on appelle le grand chelem, donc 4 députés sur 4 du nouveau Front populaire. Et donc, je pense que cette dynamique, il faut qu'on la garde aujourd'hui. Vous l'avez évoqué, il y a des dissensions, mais c'est des dissensions stratégiques. Et je pense qu'on va l'évoquer un peu plus tard dans l'émission. Mais en tout cas, je garde de belles images et de beaux souvenirs de cette élection. Alors, les dissensions dont il est question, c'est bien sûr le vote de la censure du 16 janvier. Le Parti socialiste ne l'a pas voté. Enfin, seuls 8 députés socialistes sur 66 ont voté la censure, dont 2 dans notre région. On va les voir, Paul-Christophe le Dromois et le Stéphanois Pierrick Courbon. Jean-Luc Mélenchon, donc le chef de votre parti, n'a pas manqué de réagir. Interrogé dimanche dernier sur le Grand Julier RTL, Le Figaro, Public, Sénat, M6, il faut tous les citer, il a dit que le Parti socialiste n'est plus un partenaire après sa décision de ne pas voter à la motion, un allié et encore de circonstances. Êtes-vous d'accord ou plus modéré? Eh bien, sur le fond, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, parce que si on analyse un peu la séquence dans laquelle nous sommes, c'est le Parti socialiste qui a décidé d'aller discuter avec le gouvernement de M. Bayrou, un gouvernement qui est illégitime. En fait, on sait que ces personnes sont incapables de faire des compromis, et on sait encore plus que les ministres qui sont en exercice aujourd'hui l'ont été sous la précédente législature et qu'ils ont appliqué la politique d'Emmanuel Macron que les Français, me semble-t-il, n'ont pas plébiscité aux dernières élections. Quand on pense par exemple à Mme Borne qui a fait une vingtaine de 49.3, à M. Darmanin qui considère que Mme Le Pen est trop molle, ou à M. Valls qui, n'ayant pas réussi à passer par la fenêtre, passe par la cheminée. Donc voilà, c'est un peu le vieux monde. Mais le Parti socialiste a quand même réussi à avoir des avancées. Les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont abandonnées. Alors c'est pas tout à fait le cas. Le déremboursement des médicaments qui n'aura pas lieu. Les jours de carence des fonctionnaires qui ne sont pas réduits à un jour. Il y a quand même des avancées. Je pense qu'il y a un effet d'annonce surtout, et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, le projet du projet de loi de finances est passé hier au Sénat, et toutes les victoires qui ont été apparemment arrachées par le Parti socialiste ont été balayées d'une main par les sénateurs, et le gouvernement n'est pas venu en aide aux sénateurs socialistes pour faire passer ces choses qui étaient négociées. Dans la navette parlementaire, ça reviendra à l'Assemblée, qui aura tout le loisir de remettre les amendements. On parle de la niche parlementaire du Parti socialiste de jeudi. Ils ont réussi l'euro par 1 euro pour les étudiants. Tout ça est intéressant. Oui. Ça ne montre pas qu'il faut quand même, il vaut mieux être en discussion avec le gouvernement plutôt que dans l'opposition à... Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas être en discussion avec le gouvernement et pourquoi il faut garder, et vous l'avez très bien dit, le cap qui est le nôtre, celui du nouveau Front populaire et de son programme. Ce qui a été adopté hier jeudi dans la niche parlementaire du Parti socialiste, c'est le programme du nouveau Front populaire. Le repas à 1 euro au Crous, c'est le programme du nouveau Front populaire. Vous voyez donc le blocage des prix. Alors, les discussions n'ont pas émané du gouvernement, ça a été un travail programmatique commun. Et donc, c'est en ça que je dis que
Aujourd'hui, je veux vous le dire et très clairement à vos téléspectateurs, c'est que le gouvernement n'est capable d'aucun compromis. Et on l'a vu sur la question des retraites lors de notre propre niche parlementaire en novembre dernier, donc ce n'était pas si lointain que ça. Ils ont fait de l'obstruction parlementaire. Me semble-t-il que dans notre programme, l'abrogation de la réforme des retraites était très claire. C'est ni le gel, ni la suspension, c'est l'abrogation. Et aujourd'hui, le Parti socialiste nous dit on a négocié avec le gouvernement et on va faire un conclave, donc un conclave entre les partenaires sociaux, qui ne va déboucher sur rien. Et la semaine dernière, en question au gouvernement, la ministre du Travail nous a annoncé qu'il y aurait juste le conclave et que si les partenaires sociaux n'étaient pas d'accord, il n'y aurait pas de passage à l'Assemblée nationale. On peut leur faire confiance de se mettre d'accord, peut-être, a priori en tout cas. François Hollande, lui, dans la tribune dimanche, a dit « C'en est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du NFP ». Donc on sent que l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon gêne. Comment réagissez-vous à ça ? Moi, je pourrais dire qu'on assiste à un phénix qui essaye de renaître de ses cendres. Me semble-t-il que le quinquennat de François Hollande n'est pas le plus glorieux de la Ve République et qu'au sein de son parti, déjà, il a fait des négociations parallèles avec le gouvernement, ne faisant pas confiance aux propres dirigeants de son parti, dans le but de mettre en place sa doctrine politique et la social-démocratie, qui, me semble-t-il, n'a pas été la ligne du Parti socialiste quand elle était dans l'accord du nouveau Front populaire. Et peut-être pour rappeler aussi que M. Hollande a été élu sur le programme du nouveau Front populaire. Il n'est pas question de M. Hollande, il est question de la position et de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis des autres partenaires de la gauche. Une position dite arrogante et irrespectueuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je dirais que c'est plutôt le Parti socialiste aujourd'hui qui est de côté. Les personnes qui ont voté et signé la motion de censure, c'est les écologistes, c'est les communistes et c'est la France insoumise. Et moi, j'attends le moment du budget. Jean-Luc Mélenchon n'est pas arrogant, il n'est pas irrespectueux. Non. Je pense qu'il dit la vérité. Une victime collatérale dans la région, peut-être en la personne de Liès Loufoque. Dimanche dernier, en Isère, avait lieu le deuxième tour de l'élection législative partielle à Grenoble après la démission du député Hugo Prévost, accusé de violences sexuelles. Le candidat soutenu par les Insoumis, donc Liès Loufoque, je disais, s'est fait battre par la macroniste Camille Galliard-Minier. On voit le score, 64%, 35%. Malgré le nombreux soutien des cadres NFP venus, comment analysez-vous cette défaite ? Alors, avant tout, permettez-moi de dire quelques mots sur Liès, puisque c'est un militant courageux. C'est un militant qui est très engagé sur les questions de droits de l'enfance, de protection de l'enfance. Et on l'a vu avec le drame d'Amandine, que la nécessité de mise en place et d'investissement dans les politiques publiques liées à la protection de l'enfance. Amandine étant la jeune fille morte de faim. Tout à fait. Oui. Et je pense que quelqu'un comme Liès aurait été incroyable à l'Assemblée nationale. Il aurait été attentif aux droits de l'enfance et à sa protection. Et pour en revenir à la circonscription, parce que je sais que c'est votre question, cette circonscription, elle était depuis 67 ans à droite. Et n'a été que sur ces 67 ans, 5 ans à gauche. Donc déjà, c'est une circonscription sociologiquement qui n'est pas très très favorable à la gauche et qui avait été remportée en juillet dernier grâce à une triangulaire. Aujourd'hui, le taux de participation, en tout cas le week-end dernier, n'a pas permis Hugo Prévost l'avait pris à Olivier Véran. Tout à fait, grâce à une triangulaire. Et donc, du coup, on a eu un report des voix de l'extrême droite à la droite qui s'est reporté sur la députée macroniste. Vous pensez que c'est l'extrême droite ? Vous ne pensez pas que c'est le PS qui a voté pour Camille Galliard-Minier, qui est elle-même une ancienne PS ? Peut-être, mais j'imagine que ce n'est pas ce qui a permis de faire la bascule. Vous voyez, il me semble, et sans dire de bêtises, que le candidat avait 10 000 voix, le candidat est d'extrême droite, et donc le report effectif, en fait, il s'est fait au détriment de Liès Loufoque. Je vous propose d'écouter Liès Loufoque, il a une analyse un peu différente. On a été pollué de débats toute la semaine et notamment d'agressivité entre les différents responsables des partis de gauche. Cela dégoûte profondément les électeurs. Moi, j'appelle la gauche à se remettre sérieusement en question, à un sursaut, parce qu'on ne peut absolument pas continuer sous cette forme-là. Un sursaut pour la gauche ? Je pense que Liès a été très déçu parce qu'il s'est très investi aussi dans cette législative. Et je le disais, les législatives partielles, c'est très compliqué. Et je pense que pour avoir été aidé Liès et pour avoir été dans les porte-à-porte, les gens, malheureusement, n'étaient pas bien au courant de cette élection. Et donc, cette élection partielle n'a pas bénéficié du même rayonnement et du même intérêt national que lorsqu'il y a eu... Mais vous entendez quand même le message qu'il dit? Oui, j'entends et je regrette qu'il ait subi tout ça. Effectivement, il y a eu des déclarations nationales, notamment de M. Glucksmann, qui tapait sur notre candidat. Il y a eu aussi Gabriel Attal qui
par ailleurs, en 2021, souligner l'engagement de M. Loufoque. Ça ne peut pas toujours être que la faute des autres. Vous êtes d'accord, il faut aussi un peu se remettre en question. Tout à fait, mais moi je vous ai expliqué d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des chiffres, ce qui était cette circonscription, d'un point de vue conjoncturel du fait de la participation. Et je vous dis bien évidemment que le climat ambiant n'a pas facilité son élection en tout cas. François Ruffin, lui aussi, est un peu sévère sur les réseaux. Il a tweeté « 15 000 voix perdues en 6 mois, ne changeons rien, fonçons droit dans le mur ». Quelle est votre réaction? Lui aussi appelle au changement. Je crois que M. Ruffin n'a pas été aidé, M. Loufoque, sur sa campagne, n'a pas donné de son temps, de son énergie, comme l'ensemble des députés du nouveau Front populaire. Lucie Castet y a été, des députés écologistes y ont été, nous sommes allés. Et donc, du coup, c'est bien de donner des leçons de morale sans être sur le terrain. Mais ça, c'est bien la caricature de M. Ruffin. Bon, qui a été exclu de la France insoumise, en tout cas qui n'a pas eu l'investiture. Pour les municipales, du coup, quelle stratégie? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait plus ou moins menacé le Parti socialiste de mettre des candidats face au Parti socialiste là où, dans les circonscriptions, il n'y aurait pas le vote de la censure? Est-ce qu'aujourd'hui, où les discussions commencent sur les têtes de liste, les chefs de file, quelle est la stratégie? Alors nous, on a préparé via notre assemblée représentative le processus municipal. Et donc, vous le savez sûrement, mais à la France Insoumise, on est quand même très attelé au programme et aux mesures programmatiques. Et le programme est toujours notre boussole. Là, pour l'heure, nous sommes en train de préparer le programme municipal pour avoir le choix et d'être libre de son choix. Donc, dans un cas, partir avec notre programme et dans un autre, poser les conditions d'une discussion avec les partenaires pour partir ensemble, si on doit partir ensemble. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, Louis Boyard part seul à Villeneuve-Saint-Georges. Une autre liste de gauche est soutenue par vos alliés. Ça peut être le cas, par exemple, à Villeurbanne, à Bourg-en-Bresse, dans la région. Il peut y avoir des candidats PS et des candidats LFI. Alors ça, sûrement, je pense qu'on ne va pas être uniforme sur l'ensemble du territoire, mais je veux dire que nous, on a établi une liste de 10 principes programmatiques sur lesquels vont être basées nos discussions avec les partenaires. Et donc, à chaque fois, c'est vrai que peu importe les villes, il y a des sociologies et des populations différentes, et il faut voir comment on peut gagner. Ça veut dire que vous dites, par exemple, un candidat comme Cédric Van Stevendel, qui est aujourd'hui maire de Villeurbanne, c'est notre programme, c'est notre programme. Si vous n'appliquez pas notre programme, on mettra un candidat face à vous. À Villeurbanne, il y a quand même déjà des personnes de la France insoumise dans la direction de la ville. Mais en tout cas, nous, on se donne comme boussole notre programme. Et je pense que c'est la bonne méthode parce qu'au moins on ne transige pas sur le fond et sur ce qu'on doit faire. Mais en tout cas, je veux vous dire une chose, c'est que la France insoumise prendra toute sa part dans la bataille municipale ou métropolitaine parce que je pense qu'on a des propositions à émettre et à mettre sur la table. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, on a vu par rapport aux différentes échéances, que ce soit législatives ou européennes, que nous avons une voix au sein de la ville de Lyon et dans la métropole. Voilà. Et que le but est donc d'avoir le maximum, presque un candidat dans chaque ville, chaque grande ville. Essayons. Mais sur la base du programme toujours. Dernière chose, regardez cette étude. 63% des Français perçoivent LFI comme dangereux pour la démocratie. C'est 6 points de plus par rapport à 2023. 50% des Français perçoivent le RN comme dangereux pour la démocratie. C'est 2 points de moins depuis 2023. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que 63% des Français sont pour la démission du chef de l'État. Donc bon, est-ce qu'on peut toujours croire les sondages? Peut-être. Mais je veux vous dire aussi que, par exemple, pour les élections législatives, 27 sondages sur 27 nous donnaient perdants face au Rassemblement national. Bon, on a déjoué le sort. Mais pour revenir à votre question, je pense que dans la sphère politique et dans la sphère médiatique, il y a aussi la volonté de montrer que la France insoumise est dangereuse, qu'elle aurait des problèmes, que Jean-Luc Mélenchon serait un problème. Moi, je pense que nous, on est une force politique qui, bien sûr, quand elle le doit, conflictualise la vie politique parce que nous savons pourquoi nous sommes élus, pour appliquer un programme de rupture ambitieux. Et nécessairement, lorsque vous avez des personnes qui ne veulent pas bouger d'une oreille, en fait, vous êtes obligé aussi quelquefois de monter au créneau. Et là, je vois le Rassemblement national, juste pour faire une petite incise, le Rassemblement national n'a pas voté la censure du gouvernement. Tout comme j'ai regardé ce matin les positions de vote du Rassemblement national, ils votent à 50% avec la Macronie.
Donc ça fait d'eux forcément pas un opposant et ça fait de nous des opposants politiques. Et ils ont dit donc qu'ils ne voteraient pas la censure a priori, mais qu'ils attendraient de voir donc, les différentes propositions. Est-ce que vous pensez que quand les gens disent LFI est dangereux, ils pensent plutôt à Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est un frein au développement de LFI, à l'accession de LFI au pouvoir, ou est-ce que c'est une... C'est souvent la question qu'on nous pose et je veux vous dire que moi j'ai énormément de respect envers Jean-Luc Mélenchon parce que pendant des années il a aussi tenu tout seul la baraque entre guillemets, que c'est un candidat qui a fait 22% à l'élection présidentielle et chose qu'on n'a pas oubliée et que souvent nos partenaires oublient, c'est qu'à l'issue de cette élection présidentielle en 2022, les 22% avaient réussi à créer la NUPES, à créer l'union de la gauche. Et quand les partenaires sont venus nous voir en disant « est-ce qu'on pourrait faire une alliance ?», Jean-Luc Mélenchon a bien sûr dit « oui, soyons forts ensemble ». Ce sera votre candidat en 2027 ? Peut-être avant. Enfin, on ne sait pas s'il y aura ou pas des élections présidentielles anticipées. En tout cas, vous appelez ça de vos souhaits. Avant de passer aux informations locales, aux dossiers plus locaux, je voudrais faire un petit détour par ce vote au Parlement européen. Vous étiez sur la liste LFI aux élections européennes, la liste de Manon Aubry, vous étiez à la 35e place. Loin. Voilà, jeudi, une résolution a été présentée exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de l'écrivain Boualem Sansal, qui est détenu depuis le mois de novembre en Algérie pour délit d'opinion. Ce texte prévoyait également une mission médicale pour évaluer son état de santé. Le texte qui a été soumis aux élus des 5 des 8 groupes du Parlement a été largement adopté par 533 voix pour et 24 contre. Et parmi les contre, l'insoumise Rima Hassan, que l'on voit ici, et la coprésidente du groupe La Gauche, Manon Aubry. Ont-elles eu tort ou raison de voter contre ce texte ? Moi, déjà, je veux dire qu'en tant qu'élu, je ne vais pas dire aux autres élus ce qui est bon de faire. Vous êtes quand même comptable de ce que votent les élus de votre Ce que je regarde aujourd'hui, et je peux comprendre leur position de vote, c'est qu'on est rentré dans un temps assez conflictuel avec l'Algérie, diplomatique, un temps diplomatique entre la France et l'Algérie qui est assez conflictuel, avec notamment Bruno Retailleau qui a émis un certain nombre de critiques envers l'Algérie. Moi, j'appelle à la non-escalade et surtout pas à remettre en cause ce qui fonde les liens entre... C'est l'Algérie, il vaut mieux laisser un écrivain qui s'oppose à un régime en prison pour délit d'opinion. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la France n'a pas d'ingérence à faire dans la politique algérienne. C'est l'Union européenne. Oui, mais je veux dire, la France a une voix au sein de l'Union européenne. Elle n'a pas à faire d'ingérence, tout comme l'Algérie n'a pas à faire d'ingérence dans la politique nationale française. Et je trouve que en posant ce genre de résolution, en fait, on outrepasse aussi un peu notre volonté d'avoir une diplomatie de soft power un peu à la française, c'est-à-dire la discussion plutôt que l'invective et des propositions de résolution comme ça. Et on l'a vu, moi je vous le dis, la France a quand même... dans sa diplomatie, a perdu en grandeur. Et on l'a vu notamment, les réponses qui peuvent être apportées à ce que Trump fait aujourd'hui. Donc cela vaut, elles ont eu raison. Moi, je pense que oui, elles ont eu raison de ne pas se mêler à ce qui est d'une politique étrangère et que la France doit respecter les relations avec son partenaire de longue date, l'Algérie. Voyons les dossiers locaux et on commence par les pompiers. Depuis 3 mois, les pompiers du Rhône et de la métropole sont en grève pour alerter sur leur manque d'effectifs, moins d'effectifs et plus d'interventions. Vous les soutenez, on le voit sur votre compte Instagram. Vous appelez à l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur rémunération. Je vous propose d'écouter David Kimmelfeld, élu à la métropole. Il a une question pour vous. Bonjour Madame la députée. La ville de Lyon et la métropole de Lyon vont dans quelques semaines adopter leur budget pour l'année 2025. Les deux collectivités vont chercher, parce qu'elles sont en difficulté financière, des grandes économies. Est-ce que vous êtes d'accord pour soutenir les propositions qui seront faites par l'opposition à la ville et à la métropole, de sanctuariser le budget de la culture, de sanctuariser le budget du sport et de demander à la métropole d'augmenter sa contribution pour les pompiers ? Je vous remercie. Voilà, il y a 4 élus à la métropole, LFI. Il sera question lundi et mardi du budget. Et à l'ordre du jour, la contribution, pour mémoire, les pompiers sont financés par la métropole et le département à hauteur de 130 millions en 2024. Le département et la métropole veulent augmenter de 0,5%. Nathalie Perrin-Gilbert, elle propose 2%, ce qui représente donc non pas une augmentation de 650 000 euros, mais de 2,6 millions. Que doivent faire, selon vous,
les élus et les filles, voter pour ou voter comme le président de la métropole? Moi, je pense que les élus et les filles l'ont montré aussi parce qu'ils ont participé à bon nombre de rassemblements avec moi et avec les pompiers du Rhône. Vous l'avez dit dans votre introduction, mais je pense qu'il est important de reposer un peu ce qu'est le SDIS 69. C'est un cas très particulier parce qu'il agit dans une métropole où il y a beaucoup d'habitants et de plus en plus d'habitants avec de plus en plus d'interventions. Et je pense qu'il est légitime de demander du budget supplémentaire pour leur action puisque c'est une mission d'intérêt général. Ils protègent la population et derrière ces interventions, ce sont des vies. J'ai écrit moi-même au président, non pas du tout, au ministre de l'Intérieur qui m'a renvoyé au ministre de la Sécurité civile, puisqu'il est là le cœur du problème, c'est que les pompiers, contrairement à Paris et à Marseille où ce sont des marins-pompiers et des militaires, n'ont pas de ministère dédié et donc de financement national. Alors que la ville de Lyon... la métropole, est-ce qu'il faut les augmenter de 2,5 ou de 0,5 seulement? Moi, je pense qu'il faut écouter les syndicats et donc répondre à leurs revendications. S'ils posent des revendications, c'est eux qui connaissent leur terrain et ce dont ils ont besoin. Je ne vais pas répondre sur 0,2 ou 2%, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comment, en tant qu'élu national, on fait en sorte qu'on sort vers le haut de cette crise. C'est peut-être faire en sorte que le SDIS 69 soit étatisé au même titre que les pompiers parisiens et les pompiers marseillais, puisque vous le savez, le champ d'intervention est, on l'a vu, a besoin de plus en plus de personnes, de plus en plus de sapeurs-pompiers professionnels et plus des volontaires, comme c'est le cas aujourd'hui dans la métropole de Lyon. En tout cas, les pompiers, eux, vont faire une action donc demain lundi et mardi devant la métropole, non, juste demain lundi, devant la métropole pendant les discussions. On passe à la ZFE. Donc toujours demain lundi, votre parti, les Insoumis, appelle à manifester contre la verbalisation des critères 3. Alors petit rappel, les voitures dont les vignettes sont au-delà de 2 ne peuvent plus rouler dans le périmètre de la ZFE qu'on voit sur cette carte, M6 et périph' compris, depuis le 1er janvier, sous peine de contravention. 68 € quand même pour les voitures, 135 pour les poids lourds. Et 5 800 contraventions ont été dressées l'an dernier. Vous appelez à la non-application de la loi et à suspendre les contraventions. Déjà, pour vous dire que je pense qu'il est vraiment indispensable de préserver la santé des Français contre la pollution de l'air, ça c'est clair, et la pollution de l'eau aussi. Et on est très concernés dans le sud du Rhône avec les entreprises Daikin et Arkema qui rejettent des polluants externes sur la ZFE, oui. dans l'eau. Mais je veux dire, c'est à peu près le même sujet. Dans le sens où nous, on est pour un moratoire, c'est-à-dire on souhaite qu'on suspend pour le moment à la fois la ZFE et à la fois la verbalisation. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'on ne peut pas faire de l'écologie contre la population. C'est-à-dire il faut accompagner à la fois la mise en place et l'investissement dans les mobilités, dans le réseau de transport en commun pour que tout le monde puisse accéder au centre-ville de Lyon et de manière générale à la métropole. Il faut des politiques d'accompagnement en ce qui concerne l'achat de véhicules moins polluants et puis surtout un gel des tarifs TCL pour que tout le monde puisse encore une fois, accéder à la métropole de Lyon. Alors justement, oui, en parlant des TCL, vous avez réclamé la gratuité. Et en même temps que la ZFE se met en place, le Citral, présidé par Bruno Bernard, le président de la métropole, augmente ses tarifs. Oui. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas une solution. Je pense que, en fait, cette mesure de ZFE plus la décision de M. Bruno Bernard d'augmenter les frais, ça ne va pas dans le bon sens. Ça veut dire qu'en fait, de manière générale, vous excluez une partie de la population au centre-ville de Lyon et à sa métropole. Europe Écologie Les Verts, quand ils étaient dans l'opposition et que Fouzia Bouzerda était la présidente du Citral, eux aussi étaient à l'occasion pour la gratuité. Ils avaient même lancé en 2019 une pétition pour la gratuité. Bon, aujourd'hui qu'ils sont en commande, visiblement, ils ont changé d'avis. Mais en fait, l'exercice de l'État. Voilà, l'exercice de l'État. Votre groupe et les filles avaient voté la loi LOM. C'est pas un scoop, cette ZFE qui arrive là, et le calendrier qui arrive au 1er janvier. La métropole de Lyon, c'est l'exception quant à la verbalisation. C'est la seule exception sur l'ensemble du territoire. C'est la seule métropole qui a décidé de verbaliser les gens qui avaient une critère 3. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas contre ce dispositif. Il faut juste le planifier. L'écologie, ça se planifie. Ça ne se fait pas contre les gens, ça se fait avec les gens. C'est un peu ce qu'avait demandé Laurent Wauquiez avec le moratoire sur la zéro artificialisation nette. Des sols. Voilà. À l'époque, on lui avait dit de lui qu'il était hors la loi. Mais alors, non, ça c'est les dîners, mais c'est encore autre chose. Sur la zone aussi.
Mais alors du coup, un moratoire, la métropole n'a pas le pouvoir de dire à la police ne verbalisez pas. Le moratoire, ce sera envers l'État. Oui. Le moratoire, il peut se faire juridiquement qu'envers l'État. Ça veut dire qu'il faut, vous, députés, changer la loi? Tout à fait. Vous allez proposer? On va proposer de faire. On a déjà préparé des courriers pour interpeller sur cette question, ne serait-ce que pour la verbalisation. Et avec les élus de la métropole, on va essayer de travailler à des dispositifs pour proposer l'accompagnement sur l'achat, que ce soit aussi la construction de parkings relais, de pouvoir laisser ça. Vous avez déjà essayé de laisser Impossible. Voilà. Donc, ils sont sous-dimensionnés. Ils sont sous-dimensionnés. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place pour mettre en place cette ZFE. Très bien, merci beaucoup Anaïs Bellouassa-Chérifi d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été avec nous et à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci.